Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Lancement à Conakry du projet Accès à la télévision satellite pour 10 000 villages africains. Ce projet initié par le gouvernement chinois et exécuté en Afrique par le groupe StarTimes vise à permettre aux populations en zone rurale de 25 pays dans la Guinée d'avoir accès à la télévision par satellite afin de les faire entrer dans l'ère du numérique. Insécurité en Guinée. Dans la préfecture de Mandiana, un prédicateur a été tué par balle mardi soir, membre d'une mission de prédication et de construction de mosquées en Haute-Guinée, un acte que l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme condamne. Aux États-Unis, Donald Trump s'était rendu dans l'usine Carrier d'Indianapolis, menacé de fermeture pour permettre aux ouvriers le maintien de leur emploi. Un an plus tard, des centaines d'entre eux ont été licenciés. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Lancement ce jeudi à Conakry du projet Accès à la télévision satellite pour 10 000 villages africains sous la présidence du chef de l'État Alpha Condé. Ce projet initié par le gouvernement chinois et exécuté en Afrique par le groupe StarTimes vise à permettre aux populations en zone rurale de 25 pays dont la Guinée d'avoir accès à la télévision par satellite afin de les faire entrer dans l'ère du numérique. Compte rendu Mamadou Boy Diallo, Koria Boukourma, Kerno Seydouba et Salou Foli Fossissé. Ce projet intitulé Accès à la télévision numérique pour 10 000 villages africains fait partie des programmes de coopération prioritaires entre la Chine et ses partenaires africains, dont la Guinée. Plus de 10 112 villages africains auront accès à la télévision numérique grâce à un dispositif conçu par le groupe StarTimes et comprenant 2 vidéoprojecteurs, un téléviseur numérique 32 pouces, 20 décodeurs, 23 antennes paraboliques, le tout alimenté par un système d'alimentation solaire. Ce projet sera lancé sous forme de l'aide sans contrepartie fournie par le gouvernement chinois qui permettra à plus de 10 000 villages africains d'accéder à la TV satellite. Les vidéoprojecteurs et le téléviseur numérique seront installés dans les espaces publics des villages ou des écoles, ce qui permettra aux villageois de gratuitement regarder les programmes numériques de plus de 20 chaînes. Une démarche saluée par le chef de l'État. Avec la fibre optique, les jeunes vont pouvoir accéder à l'Internet dans tous nos villages, dans toutes nos sous-préfectures. Et avec le projet StarTimes, ils vont pouvoir avoir accès à toutes les informations internationales. Pour les professionnels du numérique, un tel projet permet aux populations en milieu rural d'avoir une ouverture sur le monde numérique. Donc je pense que c'est un projet ambitieux, c'est un projet vraiment encouragé et nous remercions le gouvernement chinois et aussi le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est un grand visionnaire et qui, à travers qui aujourd'hui nos populations dans les villages les plus reculés de la Guinée pourront avoir accès à la télévision numérique et donc être ouverts au monde. La Chine reste et demeure un partenaire stratégique en Afrique à travers notamment la réalisation de nombreuses infrastructures au bénéfice des populations. La CCI de Ratoma a rencontré ce jeudi les candidats aux élections locales. La commune de Ratoma manque de lieux publics et pour éviter une croisade entre candidats, la CCI a jugé utile de programmer les formations sur le terrain. Ils ont aussi été invités à sensibiliser les militants pour la préservation de la paix pendant la campagne. Alcéni Barry. À cette rencontre entre commission électorale communale indépendante de Ratoma et candidats, il était question tout d'abord de cibler les 8 lieux de la campagne, contrairement aux 3 prévus initialement, définir l'ordre de succession et surtout inviter ces candidats à prôner la paix durant cette période. Le tirage est fait par une journaliste pour plus de transparence. Elle a tiré pour que les 2 jours de campagne, à savoir le 19 et le 20, maintenant le reste, ils nous ont mandaté de faire un truc de rotation pour que chacun ait ta place dans les 8 centres. Mais ce n'est pas seulement quand
la campagne, ce n'est pas pour les 800 seulement. Les gens sont libres de faire le porte-à-porte. Pendant les 15 jours, vous allez voir vos citoyens, vous les sensibilisez à votre cause. Mais évitez surtout qu'il y ait des affrontements sur le terrain parce que s'il y a affrontement, c'est tout le monde qui perd. Décidément, le message semble bien compris par les principaux acteurs qui promettent d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Les élections se concrétisent par cet acte, il faut les rappeler, et nous pensons que nous allons faire une meilleure campagne et nous espérons que ça va se dérouler dans les meilleures conditions. Cette campagne, c'est une campagne entre parents, amis, frères, en tout cas vous vivez ensemble. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'animosité, il n'y a pas de raison qu'il y ait des propos incendiaires. Donc pour nous, on est juste réconforté d'entendre que le président de la CECI aussi appelle à tout le monde à aller dans ce sens. À Ratouma, il y a 16 candidats, dont 11 des partis politiques, 2 candidats indépendants et 3 coalitions. Les citoyens auront 990 bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a présenté ses jeunes candidats pour les élections communales prochaines. Lors d'une conférence de presse au siège du parti, les jeunes candidats pour le scrutin local ont décliné leurs ambitions une fois élus. Mohamed Valek Touré et Amara Alex Yossila. Il s'agit des jeunes inscrits sur les différentes listes de candidats dans les circonscriptions électorales de l'UFDG de la zone de Conakry, Manéa, Dubreka et Koya. Au nombre de 193, ces jeunes ont chacun exposé leur vision pour les collectivités locales qu'ils souhaitent diriger. Dixine, c'est l'une des communes les plus pauvres de Conakry. Nous n'avons aucun grand marché, nous n'avons aucune gare routière. Et les ressources qui étaient là, qui devaient servir au développement de notre commune, sont actuellement gérées par la DNI, entendu Direction nationale des impôts. Des échanges sur comment guérir la malgouvernance, rendre effective la décentralisation, comment lutter contre l'insalubrité, l'insécurité et le manque d'emploi, tels sont les projets de société détaillés par ces jeunes candidats. Le candidat pour la commune de Matoto parle des défis de sa commune. Il y a 32 compétences qui sont dévolues au maire et au conseil communal. Nous allons faire en sorte que ces 32 compétences, qu'elles soient totalement et effectivement attribuées au conseil communal. À Dubreka, 10 jeunes âgés de 21 à 40 sur 41, soit 24,30%, sont en tête de liste. À Manéa, sont inscrits 20 jeunes sur la liste sur 41, soit un taux avoisinant les 48%. L'espoir est pour ces jeunes de passer à la tête de leur commune. Nous n'attendrons pas qu'on nous ramène les pouvoirs qui nous sont dévolus, mais nous irons les arracher pour le développement de notre collectivité et pour le bien-être de nos citoyens. Ces jeunes promettent qu'ils seront à l'écoute de leur population une fois à la tête de leur commune. Sur la longue route des élections communales et communautaires, les jeunes ne comptent pas s'écarter. Beaucoup se sont présentés, certains sont sur place et ceux qui sont à l'étranger continuent d'arriver. C'est l'exemple d'Ali Chérif, candidat au compte du PODN pour la mairie de Kankan. Il a été accueilli ce mercredi à l'aéroport international de Conakry. Le reportage est signé Mamadou Saluba et Aliouba. Ali est chef d'entreprise et développe son économie en Belgique. Ce mercredi, à l'aéroport international de Conakry, il est accueilli comme un sauveur. Il n'est pas venu pour parler business, mais politique, car, dit-il, le pays a besoin de lui. Vous savez déjà, avec l'expérience que j'ai acquise, je suis chef d'entreprise déjà, qui emploie beaucoup de gens déjà. Donc avec cette expérience, je pense pouvoir développer ma ville natale, qui est Kankan. Pour parvenir à ses fins, ce candidat au compte du PDN pour la mairie de Kankan a plusieurs leviers. L'éducation, l'emploi et l'agriculture qu'il compte bien développer. Il y a beaucoup de secteurs qu'on doit développer dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des emplois de jeunes. Tu vois, parce que chez nous, aujourd'hui, à Kankan, les jeunes manquent beaucoup d'emplois. Parti à l'étranger il y a quelque temps,
Ce jeune homme est convaincu que les élus locaux ne font pas assez pour le développement de Kankan. Alors, il vient au secours et demande aux électeurs de faire le bon choix. Ne choisis pas des personnes qui sont déjà sur place, qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Regarde des gens qui ont déjà l'expérience, qui ont déjà travaillé dans le secteur de développement, qui peuvent apporter beaucoup à la population. Entrepreneur qui est politique, Ali Chérif compte mettre en pratique son expérience en entreprise pour faire bouger les lignes dans la ville de Kankan. Échange entre l'ambassade de l'Allemagne en Guinée et la presse. Les échanges ont porté sur l'immigration, la formation des jeunes, le financement des initiatives de développement. La sensibilisation sont les solutions préconisées par les journalistes pour freiner ce fléau. Compte rendu Al-Seni Bari et Abdoulaye Kamara. L'immigration est connue de tous, mais comment y faire face? C'est la question qui taraude les esprits. Si les jeunes pillent leur famille pour leur départ, ils ruinent également le pays d'accueil qui, au lieu de soutenir les projets de développement des pays sous-développés, doivent faire face à ce phénomène. Un son de cloche de l'ambassade de l'Allemagne en Guinée. Il y a le gaspillage aussi en même temps de l'argent investi dans des procédures de prévention ou d'accueillir des migrants qui arrivent. C'était mieux investi cet argent dans une migration réglée, avec une bonne préparation des migrants et avec une situation de bon accueil des migrants en Europe. Dans les échanges, les journalistes n'ont pas manqué de préconiser des solutions pour freiner cette immigration. La formation, le financement des projets générateurs de revenus, la sensibilisation, l'arrestation des passeurs, entre autres. Il faut aujourd'hui diversifier le financement des projets des jeunes. Il ne faut pas mettre de l'argent à la disposition des États africains parce qu'aujourd'hui la malgouvernance, la corruption mine dans ces pays-là. Il faut répertorier les structures, travailler avec les organisations de la société civile et les médias, répertorier les projets bancables qui peuvent contribuer à la croissance des différents États. Et au-delà de ça, il faut sensibiliser les pays. Il faut que les États, les gouvernants fassent en sorte que les jeunes qui ont le talent, qui ont l'expertise, et même si les jeunes qui ne peuvent absolument rien faire en sorte que leurs capacités soient renforcées. Désormais, les clés sont dans les mains de l'ambassade. À elle de choisir la bonne stratégie. Passation de service au ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Le nouveau directeur général de l'ensemble instrumental et la chorale nationale a officiellement pris fonction ce matin. Elhadji Famoro Kouyaté a passé le témoin à Sekouba Kondia Kouyaté qui promet de poursuivre les œuvres de ses prédécesseurs. Au cadre du département, parents et amis étaient présents à la cérémonie. Mariam Fodé Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Le 26 décembre 2017, par arrêté ministériel, Sekouba Kondia Kouyaté prend désormais les rênes de ce monument du patrimoine culturel national. L'ensemble instrumental a été dirigé sous le premier régime par son feu père Sori Kondia Kouyaté. Créé en 1967, l'orchestre connaît depuis plusieurs années des moments de difficulté. Tout de même, le directeur général sortant a fourni des efforts qui ont permis à ce groupe de vivre jusque-là. De manière générale, on a maintenu la ligne mélodique de l'ensemble instrumental que les pères fondateurs ont laissé. Nous avons maintenu tous les grands morceaux historiques. Par exemple, Sundiata, Djanjou, tous les grands morceaux historiques. Palmarès, on peut parler de quelques coupes remportées de Gambie, d'Algérie, Tizi Ouzou, tout dernièrement à Bamako, aussi à Sikasso. Le directeur général entre en promet de donner le meilleur de lui-même pour rehausser le niveau du groupe sur le plan international. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va toujours faire comme en 58. La sonorité de 58 et de la sonorité de 2018 font deux. Donc ce qui plaît aux gens et qui peut vraiment faire marcher mondialement
nous sommes là, on évolue, le monde évolue, nous évoluons avec le temps. Et nous allons donner vraiment le meilleur de nous à ce que l'ensemble instrumental soit vraiment, qui reprend sa place sur l'arène internationale, dans les festivals. Nous allons les booster jusqu'au Bercy. Des bénédictions ont été faites pour les artistes disparus et pour le rayonnement de l'ensemble instrumental et la chorale nationale. La foire d'exposition internationale de Bamako, FEBAC, en République du Mali, se tient du 13 au 29 janvier 2018. Plusieurs pays du continent ont pris part à cet événement. Le port autonome de Conakry, en même temps port naturel du Mali, est aussi présent. Le reportage sur place de Babou Kandé et de Yacouba Traoré. Ici, au parc d'exposition de Bamako, chacun de ces pays présents démontre ce qu'il fait de mieux pour son développement. Au stand guinéen, tout est visible pour afficher le port autonome de Conakry. Nous avons jugé nécessaire d'être là aujourd'hui pour attirer le trafic malien. Nous savons que pour être compétitifs, nous devons avoir plus nous devons chercher à capter les stagiaires maliens afin d'augmenter le volume de trafic. L'année dernière, nous étions à 91 000 tonnes. En 2016, bien sûr, à 91 000 tonnes. Mais en 2017, nous avons fait 200 000 tonnes grâce à la politique marginale développée par la directrice du port afin de faire du port de Conakry le port naturel du Mali. Pour la délégation guinéenne, le port de Conakry est l'endroit le plus propice pour le transit malien. C'est pour cette raison qu'il est prévu des rencontres avec les opérateurs économiques maliens, le conseil des chargeurs et les transporteurs maliens, suivi d'une journée porte ouverte. Ce que la Guinée a d'abord, par rapport à la différence des autres, la proximité géographique. D'abord, nous sommes à 900 km, le port de Conakry est à 900 km du Mali, donc c'est un avantage concurrentiel énorme à combler, c'est ça qu'il faut savoir. Et d'abord, la Guinée, comme on dit nos pères fondateurs, la Guinée et le Mali, c'est deux poumons d'un même corps. Sur les lieux, le président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, a tenu à découvrir les installations du port de Conakry, ce qui dénote une immense fierté pour la délégation guinéenne. C'est une fierté et le président malien il a dépensé les stands. Lorsqu'on a appris où est on n'a pas de port de Conakry, il a laissé tout, il dit où se trouve le port de Conakry. Il est venu nous voir ici et nous a montré que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons d'un même corps. Le lait du groupe Lactalis fait des inquiétudes. 600 lots ont été livrés en Guinée. Les autorités envisagent à l'immédiat des dispositions pour le retrait du produit incriminé sur le marché, car en France, où est fabriqué le lait, des victimes sont déjà enregistrées. Reportage Gibril Ba et Ibrahima Souri Souma. Il s'agit du lait sans lactose Pico, Pepti Junior et Minimel Bio sans huile de palme. Ces marques de lait contiennent des salmonelles, autrement dit des bactéries dangereuses, ayant causé une épidémie chez les enfants en France. Face à l'ampleur de la situation, les ministères de la Santé publique et du Commerce guinéen sollicitent une mise en quarantaine du groupe laitier Lactalis. Nous avons été alertés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, de l'existence de ce produit contaminé dans notre pays. Et nous savons déjà que les salmonelles, qui sont les contaminants. Les catégories de marchés ciblés sont les supermarchés, les pharmacies, les boutiques d'alimentation générale. L'Office national de contrôle de qualité estime que le produit est identifiable dans ces marchés, mais l'endroit le plus recherché est le marché Niger. On a cherché à inviter le propriétaire de EKDF, bien qu'on ne le connaît pas encore. On n'a pas son contact, puisque le maire qui est venu ne nous donne aucune identification sur le monsieur. Encore, l'Office national de contrôle de qualité n'exclut pas de diligenter une mission d'inspection à l'intérieur du pays. À tous les niveaux, chacun doit se lever pour chercher ce lait.
En Europe, plusieurs sites du groupe agroalimentaire sont perquisitionnés dans le cadre de l'enquête sur la contamination de lait infantile par des salmonelles. Lactalis a récemment annoncé, après plusieurs semaines de crise, le retrait total de tous les laits infantiles sortis de son usine de Craon, pas moins de 12 millions de boîtes pour cause de risque de contamination aux salmonelles. L'insécurité dans la capitale, le corps d'une fillette âgée de 8 ans a été retrouvé au kilomètre 36 dans la nuit du mercredi à jeudi. La fillette aurait été d'abord violentée, traînée avant d'être jetée derrière la cour de ses parents. Malik Changana Kamara et Aboubakar Din Kamara. Sous cette couverture se trouve un corps sans vie. Il s'agit de la petite Aïcha Naïté, élève de la 3e année, âgée de 8 ans seulement. Toute nue, des blessures sur le visage, du sang sur la tête, dans la bouche. C'est dans cet état que la fillette a été retrouvée morte, non loin de ses ailes, au kilomètre 36. Il s'avère qu'elle était violée parce que quand tu vois la chaîne, la petite, elle était nue. Ses culottes déchirées partout, des blessures. Elle a eu un choc fatal, je vais dire ça. Dans la soirée du mercredi à 19 h, la fillette est partie récupérer le téléphone de sa maman qui était à la charge sur le voisin. Contre toute attente, elle n'est jamais revenue à la maison. Les membres de la famille inquiets se mettent à la rechercher jusqu'à tard la nuit. À la grande surprise, c'est son corps qu'on retrouve. La douleur de la famille, des voisins venus compatir est profonde. La jumelle de la victime est affectée. Son papa, presque inactif à cause de la maladie, ne trouve pas un mot à dire. Sa maman, elle, s'en remet à la volonté de Dieu. Je n'accuse personne. C'est à Dieu que je me confie. S'il est vrai que j'ai souffert pour mettre cet enfant au monde, le Tout-Puissant jugera. 9 mois de grossesse, élever son enfant dans une totale souffrance, cette dame, sous le choc suite à l'assassinat tragique de sa fille jumelle, implore la sanction divine sur les auteurs de ces crimes. Dans cette vie, tout un chacun aura son tour. Dire que je suis chef, je peux faire du mal aux pauvres, un jour tu vas mourir. Ainsi, à l'au-delà, personne n'aura un garde du corps. Chacun sera jugé en fonction de ses actes. La police a ouvert déjà les enquêtes pour retrouver les coupables de cet assassinat. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, un prédicateur saoudien a été tué par balle mardi soir à Kanté Balandougou. C'est dans la préfecture de Mandiana, selon nos informations. Le défunt était membre d'une mission de prédication et de construction de mosquées en Haute-Guinée. Ce jeudi, l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme a vivement condamné ce meurtre et nous apprenons également que le chef des chasseurs traditionnels, lui aussi, a été poignardé dans les locaux de la gendarmerie pendant les enquêtes à Makissou et Elhadj Alouba pour le reportage. Abdelaziz Touaguid a été abattu de 2 balles dans la poitrine alors qu'il roulait sur une moto avec un habitant du village pour aller rejoindre sa voiture après sa séance de prêche qu'il venait de terminer le mardi, nous a confié le parquet général près la cour d'appel de Kankan. Sur le chemin de retour, le Saoudien était à moto et avait un Guinéen qui pilotait la moto. Ils ont été attaqués, d'après les informations que j'ai reçues, par des chasseurs qui étaient là en embuscade. Il y a eu des coups de feu, le Saoudien a été mortellement touché et le Guinéen qui pilotait lui aussi a été grièvement blessé. Il est actuellement à l'hôpital de Kankan. Pour l'instant, les enquêtes sont en cours après l'arrestation des mises en cause, a indiqué le procureur général près la cour d'appel de Kankan. Les personnes qui ont été arrêtées dans le meurtre du Saoudien et dans le meurtre du chef des chasseurs sont actuellement à la disposition de la justice. Du côté des organisations de défense des droits humains, l'indignation est totale. Nous avons recueilli la réaction du responsable des affaires juridiques de l'OJDH. Quel que soit l'auteur de la violation, nous condamnons et que nous demandons que des enquêtes sérieuses soient faites par la justice
et rapidement que des choses soient prises pour qu'on retrouve les auteurs et que les personnes soient jugées. Selon des sources locales qui s'ajoutent au témoignage du procureur général près la cour d'appel de Cancan, le Saoudien a organisé un prêche mardi en compagnie d'un de ses compatriotes, prêche qui n'a pas été du goût d'une partie de la population locale, notamment les chasseurs traditionnels qui auraient monté une embuscade contre lui. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.